Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous ramène au début du 19e siècle. Qui dit début du 19e siècle dit jeunesse de la nation haïtienne. Je vous parle de la relation commerciale entre Cuba et Haïti. Et vous allez voir que parfois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dans le système international, tout ce que refuse un pays, il y en a un autre qui l'acceptera. Au moment du soulèvement général des esclaves en Haïti vers 1791, certains colons français fuient avec leurs femmes, leurs enfants et leurs esclaves vers l'île voisine de Cuba. Ils apportent avec eux un savoir-faire colonial, une manière de faire fructifier les terres et une expertise dans le traitement inhumain des esclaves. Ils apportent également leurs capitaux qu'ils injectent massivement dans l'économie coloniale cubaine. Un homme regarde cela avec grand intérêt et décide d'en tirer profit. Au commencement, il y a toujours un être humain. Cet homme s'appelle Francisco Arango Iparreño. Il est un fervent défenseur du système esclavagiste. C'est un homme influent, écouté, riche. Un notable qui a une vision. Alors il décide de faire pression sur le roi d'Espagne, Charles IV, pour qu'il consente à reproduire le modèle de Saint-Domingue à Cuba. Le projet passera par une nouvelle traite négrière. Cuba serait la nouvelle perle des Antilles. Propriétaire de la plus grande plantation de canne à sucre de l'île, Francisco Arango Iparreño est animé par cette idée de faire du sucre le produit dominant de l'économie cubaine. L'indépendance haïtienne proclamée en 1804 vient consolider cette idée, puisque le monde décide de punir Haïti en refusant de commercer avec elle. Ce grand propriétaire terrien y voit une opportunité en or à saisir. Francisco Arango Iparreño sera le porte-étendard de cette idée. Il dira dans l'une de ses premières déclarations sur les effets de la révolution haïtienne en novembre 1791 qu'il fallait considérer les événements de Saint-Domingue non seulement avec compassion pour les Français, mais aussi dans une perspective politique et annoncer, en tant que bon patriote et vassal, l'opportunité de donner à l'économie cubaine un avantage définitif sur les Français. Dès 1798, il juge que Cuba n'a pas d'autre alternative que celle-ci, ou périr ou vendre son sucre à l'étranger sans aucune interruption. Et pour parfaire ses connaissances, il n'hésite pas à visiter Haïti et à y rester plusieurs mois avec son esclave Félix au début du 19e siècle. C'est là qu'il étudie précisément le système économique basé sur l'esclavage. De retour à La Havane, il n'a qu'un souhait, le reproduire le plus fidèlement possible. Alors qu'en Haïti, l'esclavage se termine, à Cuba, il ne fait que commencer. Entre 1790 et 1867, Cuba importe 780 000 esclaves. Après le Brésil, il est le principal importateur d'esclaves du 19e siècle. En conséquence, l'île devient la place forte de la production sucrière dans les Caraïbes, alors que l'économie haïtienne rentre directement dans une forme de récession due à l'incapacité pour Port-au-Prince de vendre ses produits sur le marché mondial. Les risques d'invasion des puissances européennes, principalement espagnoles et françaises, lui font investir ses fonds dans la fortification du territoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Haïti se barricade.
Il ne faut jamais sous-estimer le lobbying. Francisco Arango y Pareño est un lobbyiste de talent. Diplômé à l'école de droit de Madrid, il est enfin négociateur. Il tente de prendre contact avec des influenceurs européens de l'époque afin de leur vendre son idée. Celui qui lui répond favorablement n'est pas n'importe qui. Il s'agit de l'écrivain allemand, le baron Alexandre de Humboldt. Il se lie d'amitié avec ce linguiste et homme politique allemand de 1800 à 1804 et l'invite à venir à Cuba pour découvrir par lui-même le potentiel de l'île. L'écrivain allemand deviendra l'auteur d'un livre publicitaire portant le titre de « Essai politique sur l'île de Cuba ». Il sera son porte-parole auprès des commerçants européens qui verront Cuba comme un lieu avec beaucoup de potentialités en matière économique. Haïti, qui n'arrive pas à écrouler son sucre sur le marché international, voit Cuba comme un concurrent déloyal. Vers 1820, Cuba devient le leader mondial de la canne à sucre. La production sucrière cubaine, qui n'était encore que de 14 000 tonnes en 1790, atteint 140 000 tonnes par an sur la période allant de 1841 à 1846, puis de 266 000 tonnes sur la période allant de 1855 à 1860. C'est ensuite 500 000 tonnes que produit l'île entre 1862 et 1864, et plus de 600 000 tonnes vers 1867. Durant tout le 19e siècle et au début du 20e siècle, Cuba reste le premier exportateur mondial de sucre. Haïti se rabattra sur la production caféière, d'autant que Cuba est l'avant-dernier pays, avant le Brésil, à abolir l'esclavage en 1886. Au final, l'esclavage aura duré de 1511 à 1886 et aura fait la richesse des grands planteurs de l'île, dont Francisco Arango y Pareño, qui meurt le 21 mars 1837 à l'âge de 71 ans. Ce négré sans vergogne est considéré aujourd'hui encore comme l'un des pères fondateurs de la nation cubaine. La guerre d'indépendance cubaine commence en 1896 et elle est soutenue par les Haïtiens. Voilà, ça est terminé pour cette émission. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles émissions consacrées à la culture haïtienne. Une émission qui va continuer parce que plus je parle d'Haïti, plus je prends plaisir à en parler. Ce pays est tellement riche en histoire, en culture, en littérature, en musique, que je ne suis pas prêt de m'arrêter. Et n'oubliez pas de continuer à vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour moi. C'est gratuit pour vous, je vous le rappelle. À très bientôt.